comme j'ai mis le thème, c'est la contribution des ressources de la médecine traditionnelle africaine dans l'atteinte des objectifs du développement durable dans la perspective d'une couverture sanitaire universelle. Et là, je vais le présenter selon un plan, après une introduction, on parlera du contexte, opportunité, justification, les objectifs, la méthodologie et les résultats que nous avons obtenus dans ce sens. Voilà, donc c'est toujours le département médecine traditionnelle, mais ici je mets l'accent sur la collaboration que notre département a avec les associations, les praticiens de la médecine traditionnelle, notamment la collaboration avec la Fédération malienne des associations de thérapeutes et herboristes. Et cette fédération, créée depuis 2002, est enregistrée et il couvre tout le Mali, de Kayes à Kidal, plus de 145 associations, plus de 10 000 membres actifs, 20% femmes. Voilà, donc il y a des particularités selon les régions. À Sikasso, il y a plus de femmes. Et à Kidal, tous les PMT, tous les praticiens sont des femmes. Et il existe des domaines spécifiques également, des femmes accoucheuses traditionnelles, pédiatres traditionnels et de nombreuses herboristes parmi les praticiens. Donc le bureau de la FEMAT est bien genré, 14 hommes et 14 femmes. Voilà. Donc par rapport à la mise en œuvre de la politique nationale de médecine traditionnelle, le département médecine traditionnelle a une position centrale. Nous sommes dans la capitale. Mais quand on regarde dans la pyramide sanitaire, quand on va du village vers les structures de santé, et la position de la médecine traditionnelle au niveau périphérique est tenue, surtout au niveau communautaire, est tenue par les praticiens de la médecine traditionnelle. Donc au niveau des villages, au niveau des hameaux, c'est eux qui sont là et comme reconnus au sein de leur communauté et qui offrent les soins. Voilà, donc quel contexte nous avons? On a le contexte international, c'est la déclaration de Alma-Ata, et on a le contexte africain, c'est cette stratégie de la région africaine qui demande d'accroître la couverture sanitaire avec la mise en place de ce partenariat. Voilà, et les recommandations de l'Assemblée mondiale de la santé en 2019 en faveur de la prise en compte effective des ressources de la médecine traditionnelle dans le système de santé, dans la perspective de la couverture sanitaire universelle. Et donc, quel est notre objectif? L'objectif, c'est contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable dans le domaine de la santé par la recherche et le développement des ressources de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, et donc par la prise en compte des praticiens, des pratiques et des produits. Et donc, dans notre objectif, c'est mettre l'accent sur le rôle important des praticiens de la médecine traditionnelle dans la santé publique, échanger sur la valorisation du rôle de ces PMT dans le but de proposer des mécanismes efficaces pour renforcer la collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle et également, notamment, les chercheurs. Quelles ont été les approches et les stratégies adoptées? Et nous pensons qu'une prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle dans les soins de santé passe par des activités d'information, d'organisation, de mobilisation, de formation des PMT dans le cadre de la prise en charge communautaire de la maladie, mais passe également par la sensibilisation, l'information et la formation des praticiens de la médecine conventionnelle sur la nécessité d'instaurer une collaboration positive avec les PMT. À ce niveau, j'ai dit, parce qu'on a tendance, nous qui avons été à l'école, nous avons tendance toujours à dire qu'il faut former l'autre. Mais nous sommes ignorants en médecine traditionnelle. Nous ne connaissons pas la médecine traditionnelle. Donc si nous voulons travailler ensemble, il va falloir que le médecin, pour qu'il puisse apprécier qu'il y a des solutions dans la médecine traditionnelle, il faut qu'il soit informé, sensibilisé sur qu'est-ce que la médecine traditionnelle peut apporter. Et là également aujourd'hui, les grandes réflexions que nous devons faire, les difficultés que nous avons pour que le système de santé soit officiel. Il est parti. Quand il dit quelle marge de manœuvre,
Oui, il y a eu la mobilisation des praticiens, il y a eu les propositions, mais dans la pratique, comment le système de santé a utilisé ces ressources-là? Parce qu'il n'a pas été mis en place un système organisé de voir quel est l'impact de ces tisanes, quel est l'impact de ces préparations sur la prise en charge de la Covid. Voilà, donc c'est là les questions. Et très généralement, on va vers la médecine traditionnelle quand on pense qu'on a des problèmes. On va, mais après, on ne va pas au bout. Voilà, donc il faut travailler pour que le système conventionnel puisse considérer, le système officiel considère la médecine traditionnelle comme une ressource, mais pas pour résoudre les insuffisances du système conventionnel. Voilà, donc en termes d'approche, nous disons pour faire ce travail, il faut une reconnaissance des PMT comme une ressource à valoriser pour la santé et non comme un problème. Valoriser le rôle des PMT dans la santé publique et rechercher les solutions aux caches d'échec des deux systèmes et adopter des gestes qui sauvent au cours de la référence des cas critiques vers le système conventionnel. La méthodologie que nous avons adoptée, c'est la méthodologie. Et là, il faut commencer par ce qu'il disait, il faut une ouverture d'esprit, il faut être disponible à travailler avec un système différent. Le respect réciproque de l'autre, le respect réciproque, la disponibilité à l'écoute. Nous devons écouter. Nous, généralement, quand on arrive dans un milieu, on a tendance à imposer ce que nous connaissons. Ou nous avons tendance à remplir les cachets, les tableaux qu'on a, parce qu'on a un guide, on veut cocher. Et je crois que c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui vis-à-vis du système traditionnel, parce que moi je trouve que les paramètres classiques que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas mesurer le système traditionnel, parce que ce n'est pas la même chose. Donc il va falloir qu'on écoute, qu'on documente, et qu'on puisse définir le concept traditionnel de ces systèmes. Et on va trouver des grilles de lecture. On va converger. Moi, j'aime dire aux médecins, j'ai dit, il ne faut pas rester dans une discussion entre les systèmes. J'ai fait 20 ans d'études, je ne peux pas parler avec un praticien de la médecine traditionnelle, il est analphabète, il est ignorant. J'ai dit non, on peut converger sur le malade. Chacun a son langage pour interpréter le malade. Donc, si on reste sur le système, chacun, on va aller en parallèle, le malade, il va mourir. Mais par contre, si on a l'intérêt du patient, on peut converger sur le patient, chacun avec son langage. Lui dit, il y a la fièvre, vous savez que c'est un parasite qui est à la base de la fièvre. Mais la fièvre est là. C'est le signe de la présence du parasite. Donc, donnez l'antipyrétique en attendant d'avoir l'antiparasitaire. Voilà, ok. Bien, voilà, donc disponibilité à l'écoute, le courage des uns des autres à se mettre en discussion. Il ne faut pas penser qu'on a le monopole de la vérité. Les solutions peuvent être multiples. Donc la pluralité de la médecine aujourd'hui, donc le respect aussi du patient qui est libre de choisir comment il veut se soigner. Donc reconnaître aussi ses propres limites. Donc en outre, il faut entreprendre des activités de recherche-action. Il ne suffit pas de dire il y a. Donc, il faut aller à des actions concrètes pour la prise en compte des données de la médecine traditionnelle également dans les indicateurs, dans les systèmes d'information sanitaire. J'ai dit au Mali que les données qui sont collectées par rapport à la santé, les indicateurs ne répondent pas à la réalité. Parce que c'est des indicateurs seulement du système conventionnel. Mais la contribution de la médecine traditionnelle dans les soins de santé n'est pas répertoriée. Et donc, la discussion, j'ai dit, mettez juste une colonne dans le registre des consultations. Quand un patient vient demander, oui ou non, vous avez fait recours à la médecine traditionnelle avant de venir. J'ai dit, au bout d'un an, on va savoir pour quelle pathologie ils ont fait recours, parce que vous, le médecin, vous savez déjà. Voilà, c'est des petites choses aujourd'hui que nous devons arriver à mettre en place pour collecter les données. La valorisation des expériences et solutions proposées par la communauté et les PMT. Évaluer. Donc là, il faut écouter. Et quand ils disent, voilà nos solutions, il faut voir qu'est-ce qui est positif là-bas, valoriser et maintenant compléter. Mais ne venez pas, tac, 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 dicter, faites comme ça, et puis vous tournez le dos, ils ne feront pas. Si on fait de l'autre manière, et on va avoir la possibilité qu'ils vont s'approprier, parce que vous avez tenu compte de ce qu'eux-mêmes font, et vous l'avez amélioré.
l'évaluation et le suivi des expériences pilotes. Voilà, donc, dans le rôle, dans la question de la santé publique, les PMT ont été impliqués à différents niveaux au Mali, et les actions par cette fédération malienne, l'organisation des semaines internationales de la médecine traditionnelle africaine, et à partir de 2012, la fédération membre du Haut Conseil de lutte contre le VIH, la participation aux différentes instances du programme de développement socio-sanitaire. Donc, tout ce qui se discute, la FEMAT participe comme partenaire de l'État. Et hier, je vous ai parlé de ça. Donc, cette collaboration efficace qui va nous permettre de briser les barrières socio-culturelles, parce que la question, c'est l'accès au système de santé. Souvent, il y a un centre de santé qui est là, une femme doit aller accoucher à une maternité, on dit qu'elle ne peut pas traverser un marigot, il y a un marigot sacré. Si elle traverse, après l'accouchement, elle doit faire 3 mois ou 4 mois selon le sexe de l'enfant. Donc, la population va refuser que la femme aille au centre de santé. Voilà. Donc, il y a des réalités qui sont là qu'il faut tenir compte. Donc, une approche pragmatique, un mécanisme de référence réciproque pour les problèmes prioritaires de santé, la reconnaissance, et je l'ai dit. Voilà. Donc, un certain nombre de résultats que nous avons obtenus avec ces méthodologies, il a été possible de valoriser le rôle des PMT dans les soins de santé primaire et contribuer à l'atteinte des ODD, entre autres dans la prise en charge du paludisme, du VIH, de la tuberculose, la mortalité maternelle néonatale, et puis j'ai ajouté également maintenant la lutte contre la maladie à virus Ebola et la pandémie Covid-19. Donc notez que ici, j'insiste sur le rôle des praticiens. Voilà, donc dans le cas de la lutte contre le paludisme, il y a eu des expériences qui ont permis la détection rapide, la détection et la référence rapide des cas palus. Et là, ce travail a permis de prendre en charge rapidement le paludisme au niveau du système conventionnel avec une réduction de 40 à 10%. Et cette donnée, je vous l'ai citée déjà dans l'intégration, 60% des enfants avec une forte fièvre traités par des médicaments à base de plantes à domicile. Donc, on ne peut pas prendre en charge le paludisme simple sans tenir compte de ces plantes-là. Et nécessité alors de valider ces préparations, prouver leur innocuité, leur toxicité, leur efficacité et standardiser les préparations. Et c'est en faisant ce travail-là, nous avons, dans nos recherches, également des produits antipaludiques, avec un processus impliquant les praticiens. Nous avons eu à faire une tisane qu'on appelle Soumafura Tchemoko Bengali. Tchemoko Bengali est le nom des praticiens de la médecine traditionnelle. On a fait un essai clinique en comparant les décoctés sur 100 patients et vers les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine décoctées sur 200 patients et les CTA sur 100 patients dans le traitement du paludisme. Et chaque fois, le patient qui venait, c'est le praticien de la médecine traditionnelle qui consultait, il dit, celui-là a le palud. Et on avait installé dans ce village un laboratoire et on faisait la goutte épaisse. Et dans 87% des cas, quand le praticien de la médecine traditionnelle a dit c'est le palud, 87% la goutte épaisse était positive. Et quand on a fait cette étude, a permis de montrer que dans la prise en charge du paludisme simple, les CTA et les décoctés avaient le même résultat. Non seulement pour le résultat, mais également même sur l'évolution vers le paludisme grave. On a eu le même résultat. Voilà, bon, donc toujours sur le palud, vous savez que chaque 25 avril, c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Nous continuons à participer pour attirer l'attention des autorités de la contribution des ressources de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le palud. Et la session derrière, le 25 avril dernier, on fait une semaine scientifique et moi j'ai fait une conférence par rapport à la contribution des ressources. Et ici, j'ai parlé de l'utilisation de la tisane Artemisia pour la prise en charge du paludisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand mouvement et on a tendance, et donc j'attire l'attention de nos autorités que, attention, on peut casser la prise en charge du paludisme si nous ne faisons pas un travail contrôlé. Parce que la tendance c'est de dire, abandonnez les produits qui viennent de Big Pharma, soignez-vous avec la tisane. Il y a tout un mouvement. Moi, j'ai dit, je refuse de rentrer dans cette question du mouvement. Il y a lieu de faire de la prise en charge contrôlée. Donc, c'est là que j'ai fait cette présentation en avril dernier. Et donc, la perspective seulement que je vous mets ici, c'est de mettre au point des phytomédicaments à base de Artemisia annua sous forme de tisane
pour la prise en charge des pathologies, notamment le paludisme. Une utilisation de ces tisanes peut contribuer au renforcement de la lutte contre le paludisme. Il est important de mettre en place un cadre de concertation, de collaboration pour une utilisation contrôlée, efficace des tisanes. Parce que nous ne devons pas être fanatiques. Nous devons documenter. Je crois que c'est bien la médecine traditionnelle, mais évitons de vouloir contraposer. Ouais, ne faites pas. Il n'y a pas de guerre entre Big Pharma et nous. Nous avons nos tisanes dans nos villages, on les utilise. Aucun Big Pharma ne viendra voir, mais qu'on l'utilise pour l'intérêt des populations. Voilà, bon, pour le VIH-Sida, il y a beaucoup d'informations. Je vais passer rapidement. Pour le VIH-Sida, quand il y a eu le VIH, il y a eu la mise en place de beaucoup d'activités par rapport au renforcement des capacités au Mali. Et je me rappelle, on a mis en place des comités de lutte contre le VIH avec la médecine traditionnelle. Je me rappelle que j'ai été, avant l'avènement des ARV, les antirétroviraux, les patients ne partaient pas vers les structures modernes. Donc, j'ai participé à cette mission en 2003 de la Banque mondiale et à Conakry. Mon rôle, c'était la contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le VIH. Parce que les praticiens étaient le premier contact. Donc, pour avoir les patients du VIH, il fallait faire une collaboration avec eux. Voilà, donc, on a mené différentes activités. Et nous avons eu un projet qui a été financé au niveau africain, la Banque africaine de développement, qui a financé un projet qui nous a permis de faire le renforcement des capacités des PMT, de créer des cadres de concertation entre les praticiens des deux systèmes et d'utiliser les phytomédicaments pour traiter les affections opportunistes associées au VIH, et notamment les dermatoses tout jarrées, et aussi pour renforcement du système immunitaire. Et nous avons également mené des enquêtes pour recenser des plantes. On a testé certaines préparations sur le système immunitaire et nous avons également apporté des solutions pour la malnutrition en cas de convalescence. Et après, je vous ai montré les nouveaux MTA. Nous avons mis au point un médicament que nous avons voulu associer aux ARV. Bon, après, on n'a pas eu tout le financement pour le faire. Voilà. Donc, pour la prise en charge, il s'agit surtout de faire une médiation, une communication interculturelle, et pour les deux systèmes, la complémentarité. Et il est important de parler un langage que je comprends. Et j'ai l'habitude avec des praticiens de la médecine traditionnelle, dans les ateliers de renforcement sur le VIH, il y a des praticiens qui disent, mais vous dites que ça tue. Si je suis mort, qu'est-ce que je fais après? Voilà. Donc, mauvaise communication de la communauté internationale qui, pour montrer que c'est grave, on dit le sida tue, Ebola tue, et la pandémie tue. Mauvaise communication. Mais tous ceux qui sont guéris, on n'en parle pas. Donc, voilà. Donc, les thérapeutes, ils se posent la question souvent. Voilà. Donc, faciliter la communication, affaiblir les barrières, c'est tout ça. Et il y a eu des recherches en Afrique centrale. Je crois que ce document, j'aime le citer, des remèdes ancestraux pour une maladie nouvelle. L'intégration des guérisseurs traditionnels à la lutte contre le sida accroît l'accès aux soins et à la prévention du sida. C'est une expérience qui a été effectuée en Afrique de l'Est. C'est un document que vous pouvez trouver sur le net. Et à partir de ces recherches, on a même mis au point des médicaments contre le zona. Pour la prise en charge de la tuberculose également, nous avons expérimenté cette collaboration. Le rôle des PMT. La tuberculose est une maladie sociale. Le traitement est gratuit. Mais aujourd'hui, il y a deux problèmes. Le problème de détection des cas de tuberculose et le problème de l'observance du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Les praticiens sont le premier contact. Les gens vont le voir pour la toux. Une toux simple, il y a beaucoup de médicaments. Mais une toux qui persiste, donc on a dit, mettons en place une collaboration qui permet d'envoyer le patient pour savoir c'est quel type de toux au niveau du centre de santé. Et quand on a fait ce travail-là, on a pu augmenter de 20% le taux de détection dans la zone expérimentée. Et après, une fois, on a recensé aussi les plantes. Mais une fois qu'on détecte quelqu'un qui a la tuberculose et qu'on doit lui donner le traitement, il y a un délai où il doit observer le traitement pour ne pas contaminer la communauté. On a dit, associons le praticien qui vit en communauté avec le patient pour que le patient comprenne qu'il a une maladie sociale qui peut se transmettre. Voilà, donc là, le rôle de conseiller
Voilà. Donc, même dans les maladies où il n'y a pas de produits, le cas de la tuberculose, je cite, parce que les produits sont là. Ce n'est pas la question des plantes. Il y a des plantes contre le Mycobacterium tuberculosis. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas dit à quelqu'un qui a la tuberculose confirmée, prenez la tisane. Non. L'intérêt du patient veut qu'il prenne ses médicaments et qu'il observe. Voilà. Donc, ensuite, la lutte contre la mortalité maternelle, c'est un premier travail que j'ai eu à faire. Quand je suis rentrée de l'Europe, j'ai vu qu'il y avait assez de femmes encore, le taux de mortalité maternelle élevé. Et donc, j'ai travaillé, je suis allée sur le terrain travailler pour mettre en place un système de collaboration entre le système moderne et le système traditionnel de surveillance et la prise en charge, la référence des cas critiques. Et là, nous avons mis en place des ateliers d'information des accoucheuses traditionnelles sur le fonctionnement et les modalités d'accès au système que l'État avait mis en place. Parce que l'État avait mis en place des systèmes. Mais la majorité des femmes sont au village. Donc, il faut un travail, il faut une communication entre les femmes qui ont besoin des services. Donc, moi, j'ai dit, si nous voulons faire cela, il faut discuter avec les accoucheuses qui sont avec les femmes au village. Donc, nous avons informé les accoucheuses pour dire, voilà, l'État a mis en place un système de prise en charge et on a identifié avec les accoucheuses les cas critiques et les correspondances pour faciliter les références, rappeler aussi les conditions hygiéniques. Voilà, donc, et on a dit aussi qu'il faut des kits pour l'accouchement propre. Et là, ce travail, au bout de 10 ans, ce travail a été valorisé. Valorisation du rôle des accoucheurs traditionnels dans la prise en charge des urgences obstétricales et la réduction de la mortalité maternelle. Donc, vous pouvez voir les informations. Je suis promotrice d'une ONG, également aide au développement de la médecine traditionnelle. Et là, nous avons capitalisé. Voilà les livres de capitalisation. Donc, le titre, c'est La guerre des femmes. En Bambara, chez nous, au Mali, dans la langue bamana, quand une femme meurt en donnant la vie, dans l'accouchement, on dit qu'elle est morte dans la guerre des femmes. Donc, c'est très fort. Donc, on considère comme si l'accouchement, c'est une guerre. Voilà. Donc, guerre des femmes, j'ai mis ce titre-là. Et les gens, quand ils voient, ils disent c'est trop fort. J'ai dit la mort d'une femme doit choquer. Donc, si le titre choque, tant mieux. C'est pour attirer notre attention. Donc, de 99, c'est en 2009, on a publié cette expérience. Bon, ici, je ne peux pas vous montrer les détails. Voilà, pour venir à la maladie à virus Ebola, là également, je vous ai montré déjà la bonne communication avec la communauté, mobilisation des PMT pour la surveillance épidémiologique. Pour la pandémie, aujourd'hui, donc, il y a eu la grande mobilisation. Et donc, là, je passe en revue rapidement ce qui a été fait. Voilà, donc, nous avons, pour la pandémie, c'est le renforcement de la riposte avec les ressources, la mise en place de la collaboration, le recensement des traitements qui utilisent les vertus thérapeutiques. Donc, là, on est passé par les cadres de collaboration, le renforcement des capacités, on a recensé des recettes, on a effectué des activités en partenariat avec cette fédération, communication, sensibilisation. Et donc, également, il y a, Elisa a montré la question de matériel, les kits. Mais nous, le travail que nous avons demandé, c'est doter le praticien de kits qui se protègent. Parce qu'il est un agent de santé. À Ebola, on a vu, il y en a beaucoup qui sont morts. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils donnent, mais qu'eux-mêmes soient dotés pour se protéger. Voilà. Donc, on a insisté à ça. Et en termes de résultats, cette fédération a été impliquée dans la coordination nationale de lutte contre la Covid. Et l'État les a donné 18 millions de CFA pour mener des activités. Et après cela, ils ont pu mobiliser des partenaires, dont un partenaire européen, au tête de 12 millions. L'État, c'était 18 millions. Un partenaire européen, 12 millions. Et l'UNICEF, 25 millions. Et là, c'était pour une mobilisation avec les services sociaux sur le terrain pour contribuer à la sensibilisation de l'information. Même présentement, il y a un projet de la Banque mondiale. La fédération malienne fait partie pour aller sensibiliser, pour que les gens acceptent de se faire vacciner. Voilà, donc les ateliers, 14 ateliers on a organisé. Il y a eu 420 praticiens de la FEMAT qui ont été impliqués. Nous avons doté 200
62 cabinets de soins traditionnels ont été dotés en kit. Et 40 PMT ou personnalités ont apporté des recettes au niveau de notre département. Et également, on a recensé certaines méthodes. Donc, pour le département de la médecine traditionnelle, tout de suite, nous avons répertorié tous les médicaments qu'on a déjà qui peuvent contribuer à la prise en charge avec différentes propriétés. Également, des données de sécurité et d'efficacité des plantes qui composent certaines recettes traditionnelles. Et je vous ai dit, le sirop Balembo, qui est un sirop déjà contre la toux sèche, a été proposé au centre de lutte contre la pandémie pour la prise en charge de la toux sèche. Et toujours par le département, nous avons rédigé des protocoles. Et les protocoles, c'était de recenser les remèdes, c'est de proposer des tisanes pour la prise en charge intégrée. Et également, on a mis en route, en collaboration avec le Centre de recherche sur le paludisme, on a sélectionné des plantes, on a fait des extraits et qu'on doit tester sur le virus de la COVID. Voilà. Donc, ici, bon, ça c'est une répétition qui est restée. Donc, nous avons aussi rapidement publié un article, on a passé en revue les plantes médicinales de l'Afrique de l'Ouest pour la prise en charge des affections respiratoires pouvant s'est manifesté au cours de la COVID-19. Voilà. Donc, également, les questions de communication. Nous avons beaucoup communiqué. Le président de la FEMAT passait dans les radios, à la télé, pour informer, sensibiliser des messages et à des radios. Donc, on a fait des interviews pour expliquer. Donc, le défi pour nous d'avoir su, c'est améliorer la prise en charge de la COVID par une réelle prise en compte des PMT, notamment pour le renforcement des systèmes locaux de santé, renforcer la collaboration entre les systèmes traditionnels et les systèmes conventionnels, permettre l'utilisation contrôlée des remèdes naturels et des plantes médicinales, documenter l'utilisation de nouveaux MTA sous forme de tisanes dans la prise en charge des maladies virales. Parce qu'on a des préparations qui sont déjà efficaces dans d'autres maladies virales. Donc nous avons proposé ces mêmes pour dire qu'il faut les associer au traitement. Donc en termes de conclusion pour la COVID, donc on dit que les résultats obtenus peuvent contribuer à offrir une solution locale dans la lutte contre. Il s'agit de capitaliser la contribution des PMT, la prévention, l'orientation, la collaboration. Et dans le contexte d'une pandémie à coronavirus, en absence de traitement spécifique, les préparations traditionnelles, notamment à base de plantes médicinales, peuvent constituer une opportunité et contribuer à la prise en charge des personnes atteintes. Parce que c'est l'amélioration de la qualité du patient. Il existe des traitements, d'aucuns parlaient d'adjuvants, mais c'est des traitements adaptogènes pour permettre à l'organisme de s'adapter à un nouveau contexte d'essai. Donc il y a lieu de mener une communication positive sur les ressources de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la pandémie. Parce qu'on a vu une pandémie qui est des réseaux sociaux, il y avait un peu de tout qui circulait. Donc, mettre en place cette collaboration effective, donc traitement traditionnel, bon, donc ça c'est une décision. Donc, je termine la conclusion générale de cette communication pour la contribution des ressources de la médecine traditionnelle dans l'atteinte des ODT. Donc, c'est renforcer ce cadre de concertation entre les praticiens des deux systèmes. C'est avoir des données dans les indicateurs de santé. Voilà, c'est là qu'on va dire, voilà, combien de personnes ont été traitées par cette tisane et quels sont les symptômes et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat. Prendre en compte les PMT dans la pyramide sanitaire, accessibilité des populations aux soins de santé, disponibilité des MTA, des médicaments traditionnels améliorés sur un prix accessible. Donc j'ai dit, les ressources de la médecine traditionnelle peuvent contribuer à briser ces barrières socio-culturelles et économiques, favorisant ainsi un accès plus équitable aux soins et promouvoir l'inclusion sociale. La COVID nous a démontré que la grande Europe a commencé à se diviser. L'Occident a commencé à se diviser. Chacun, on est rentré dans les tiraillements personnels. Donc, en ce moment, nous, on doit s'appuyer sur les ressources endogènes. Et cela va faciliter une plus inclusion sociale, donc en vue d'une couverture sanitaire universelle. Et je vais terminer avec cette citation du directeur régional Louis Sambo, il était directeur régional, c'était en 2008 qu'il a fait cette déclaration. L'accès à des soins de qualité, à un coût abordable, est un droit humain. Une simple question d'équité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, professeur Sanogo, pour cette contribution.
il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas trop par quoi commencer, mais en tout cas, ce que je retiens et ce qui me touche, c'est d'abord le côté positif, parce que c'est vrai qu'on peut assez facilement rentrer dans des polémiques, médecine traditionnelle contre médecine allopathique, etc. Vous avez l'art de manier à la fois la volonté, parce que le terme guerre des femmes, c'est effectivement très, très puissant, très provocateur, mais en même temps, c'est avec la guerre des femmes, il y a presque, je dirais, l'amour qui arrive derrière. C'est-à-dire, quel est le but? Quel est le but? C'est vraiment d'aider la population, d'aider les gens, que chacun puisse avoir ce droit fondamental, le droit à avoir un accès au système de santé, je dirais, quel qu'il soit, et trouver dans son environnement des gens qui sont capables d'écouter, de l'accompagner, de trouver des solutions, avec aussi, et le faire avec une certaine humilité, je dirais, dans le don, en tout cas en s'écartant et en n'étant pas prisonnier de la monétarisation, de la financiarisation, des objectifs mercantiles derrière ces objectifs de santé. Bref, tout ce que vous dites, et en fait vous y arrivez, ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire à la fois d'être une combattante et en même temps d'être, sans jamais perdre de perspective, l'objectif, c'est-à-dire d'améliorer les choses, de sensibiliser, de trouver des solutions, etc. Donc moi, je trouve ça tout à fait admirable. Oui, mais je tiens à le dire parce qu'on peut facilement en fait tomber dans une caricature. Écouter l'autre sans a priori, même si ça peut paraître un peu bizarre, un peu voilà, mais être capable de se dépouiller de ses a priori à soi, de se mettre en posture d'humilité, de comprendre, ça c'est un effort personnel qu'il faut faire aussi. Hein. On ne vient pas avec nos certitudes, on vient avec nos questions et on vient avec l'accueil de cette dimension autre. Donc, or ça, en général, celui qui parle dans un colloque de médecine sait et il enseigne aux autres. Et on voit que là, il y a de telles conséquences qu'il faut évidemment se réinterroger parce que pour le coup, vous avez raison de mentionner ce qui s'est passé en Europe. Moi, j'ai des expériences proches dans ma famille. J'ai un oncle, 80 ans, qu'on a enfermé 41 jours seul dans une chambre parce qu'il avait le Covid, qu'il a d'ailleurs attrapé à l'hôpital. Je ne sais pas comment il n'est pas mort, parce que c'était totalement inhumain en termes de traitement. Quand on proposait aux gens d'attendre qu'ils soient essoufflés pour appeler le SAMU, et que le SAMU de toute façon était débordé, écroulé, ne répondait plus, enfin c'est des situations qu'on ne peut pas accepter, ce genre de choses. Quand on ferme des lits d'hôpitaux pendant une épidémie, voilà, il y a des questions gravissimes qui ont été révélées par ces pandémies, qui nous invitent de toute façon à beaucoup d'humilité et à réfléchir positivement pour l'avenir. Donc merci beaucoup pour pas seulement cette présentation théorique, ces informations, mais aussi ce positionnement de cœur, je dirais, que vous avez. On peut discuter un peu, ou si vous voulez, on discute à table, puisqu'on est un peu en retard. Voilà, ok. Non, c'est par rapport à ce qu'elle disait par rapport aux remèdes. Elle a cité le Madagascar, donc le Cameroun et à d'autres pays. Je crois qu'une chose remarquable que nous devons noter avec cette pandémie, j'ai dit hier que les gouvernements se sont mobilisés. Je prends l'exemple du gouvernement burkinabé, de Burkina Faso. Au début de la pandémie, il y a eu un produit d'un Béninois, apivirine, qui a été donné à des patients qui ont eu un résultat. Et le promoteur, c'est un industriel béninois qui fait ces produits apipalu, apivirine, c'est contre le VIH déjà. Et donc les gens ont eu un résultat. Comme il a étudié au Burkina, il allait voir son professeur. Et ce professeur, bon, aussi ministre et tout ça. Donc le professeur a décidé que le gouvernement burkinabé va financer la recherche sur l'apivirine. Et ça a été le cas. Donc, il y a eu la volonté politique du Burkina.
Et puis, il y a eu le centre de recherche sur les sciences de la santé, la recherche, le comité d'éthique. Donc, il y a eu un travail qui a été fait avec des données qu'on a, et ça fait l'objet même d'une thèse. Et en plus de cela, les autres recettes qui ont été données, donc en tant que membre du comité des experts de l'OMS pour la prise en compte des médecines traditionnelles, il y a aujourd'hui une dizaine de pays, sinon plus, qui ont initié des essais cliniques. Parce que l'OMS a élaboré des documents qu'il faut suivre pour le protocole. Et dans les différents pays, aujourd'hui, il y a des études qui sont en cours, dont la pivirine. Il y a différents pays, il y a le Covid organique, celui qui a déferlé la chronique. Donc, présentement, j'ai dit qu'il y a les missions. Il y a les missions de comité des experts. Moi-même, je devais aller en Guinée-Conakry. Donc, il y a des résultats encourageants d'essais cliniques, de préparations à base de plantes, que le financement a été effectué au niveau des pays, mais l'OMS accompagne dans le cadre du comité des experts. Le Covid organique, le président malgache de Fernand Lacron, je vais dire cette petite histoire sur cela. Comme coordinatrice du programme Pharmacopée médecine traditionnelle, quand le secrétaire général, paix à son âme, m'a appelé, j'ai dit le président malgache va nous créer des problèmes. En fait, c'était un truc médiatique. Parce qu'à Madagascar, on cultive l'artémisia. Et ils avaient ces produits. Donc, il a trouvé le moyen de faire un truc médiatique. Et maintenant, nous les Africains, on est rentrés dans une guerre Big Pharma contre l'Afrique, l'OMS, c'est ici, ceci, c'est là. Ça nous a détournés de tous ces autres résultats intéressants qui sont en train, des travaux qui sont en train de se faire. Tout le monde connaît le Covid organique, qui fait l'objet d'études, mais il y a beaucoup de solutions. L'expérience du pasteur, le monseigneur de Douala, il y a d'autres, dans tous les pays, il y avait un Gabonais ici, il y a Fagar ici, il y a beaucoup de produits. Voilà, donc, et il y a des chefs d'État qui ont pris le téléphone pour communiquer avec le chef d'État malgache. Je vous dis, moi je sais, dans leur pays, on ne peut pas utiliser des médicaments à base de plantes. Pourtant, on est rentré dans un débat comme l'Afrique contre les Big Pharma et cela. Donc moi, j'aimerais nous dire qu'aujourd'hui, la question n'est pas aller en contraposition. La question, c'est de converger. La question, c'est utiliser toutes les ressources. Personne ne descendra me voir que j'utilise ma tisane d'artémisia chez moi pour la prise en charge du panier. Personne ne viendra me voir. Big Pharma a son espace, il a ses CTA, il a tout ça là. Et c'est déjà utilisé. Mais nous, on associe les tisanes et on doit évaluer quel a été l'apport des tisanes dans la lutte contre la Covid. C'est ces données-là qui manquent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de faits. Voilà, donc je voulais dire ça. Voilà. Merci. Merci, professeur Rokia, pour votre intervention. Effectivement, l'approche doit changer au niveau des médecines locales et de la médecine dite conventionnelle. Les approches doivent changer parce que tant qu'on sera dans un contexte d'opposition, on sera fermé, on ne pourra pas avancer. Le plus important, c'est le patient. Qu'est-ce qu'il a besoin pour bien se porter? Et une fois qu'on l'a mis au cœur de nos actions, on n'aura pas besoin d'opposer les médecines. Ce que la médecine conventionnelle pourra faire, elle va la faire. Ce que nous, on peut faire aussi en tant que des acteurs du domaine de la médecine traditionnelle, on pourra également apporter notre contribution. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre le Covid. Malheureusement, la publicité tapagère et la publicité qui n'est pas productive a accompagné certaines actions et ça a occulté les compétences que la médecine traditionnelle pouvait apporter dans la lutte contre le Covid. Donc je voudrais poser une question également au professeur Rokia. C'est le mécanisme des essais cliniques au Mali. Je voudrais que tu m'expliques un peu comment est-ce que vous débouchez, vous arrivez in fine à faire un essai clinique quand on sait que les médecins sont très hostiles à cela. Donc ça, c'est ma première préoccupation. Et justement, concernant l'intervention d'Estelle, j'avais voulu savoir un peu par rapport à la proposition de l'évêque. Est-ce que, parce que c'était qu'on voyait les tests Covid positifs et ensuite on donnait le médicament, est-ce qu'il y avait un retour en termes de chiffres en fait? Est-ce qu'il y avait un retour en termes de chiffres?
travail. C'est-à-dire, il y avait des chiffres qui venaient de l'hôpital, qui donnaient des éléments de statistiques, mais ces chiffres-là venaient de l'hôpital. Est-ce que vous comprenez l'enjeu qui se pose ici? Parce qu'on a tout un discours sur l'objectivité, la distanciation, etc. Mais ce que lui, il voulait, c'était que des personnes extérieures viennent faire le travail. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça le principal enjeu. C'est-à-dire que le chiffre de l'hôpital est là. On a le nombre de personnes positives qui arrivent, puisque c'est sur la base de la positivité de leurs tests que le médicament va leur être prescrit. Donc il y a des chiffres qui sont produits par l'hôpital. Mais la question, parce que là on pose beaucoup des questions de reconnaissance institutionnelle. La question c'est il faut des personnes du ministère, de la recherche sur les plantes, etc., qui vont pouvoir dire elles-mêmes par rapport à ce que vous dites. Voilà, parce qu'il faut un croisement des discours. Il faut un croisement des discours. Et l'autre point aussi, c'est que on peut voir la question de la publicité sur Covid Organisme de deux façons, de plusieurs façons. L'autre façon aussi, et je pense que c'est important, c'est qu'il y a eu une forme d'émulation. C'est-à-dire, au-delà de la question de ça va créer des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé en général? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'émulation interne qui est de dire on sait et on peut. Et donc, je pense que c'est aussi cette affaire-là qu'il est important de voir. Comment est-ce qu'au niveau interne, ces connaissances-là, c'est pour ça que j'ai parlé de recours. Il y a eu un recours à ces savoirs qui existaient déjà et qui renvoyait même à une forme de pragmatisme, comme je disais dans mon exposé. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes fragiles, des systèmes de santé fragiles, et on voit ce qui se passe ailleurs. Quelles sont les statistiques? Qu'est-ce que ça donne? Donc, il y a eu cette conjonction de données et qu'il est important d'avoir à l'esprit. Donc, c'est pour cela que l'idée de dire, parce que ça a été proposé comme accepté comme adjuvant, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait mettre en évidence, c'est-à-dire la question de cette question des essais cliniques, la question de voilà ce que je fais, est-ce que vous pouvez voir ce que je fais? C'est-à-dire en termes de statistiques, en termes de, quitte à dire, voilà, c'est concluant, ce n'est pas concluant, etc. Parce que la question que je pose, c'est, d'un point de vue pragmatique, il y a eu des choses qui ont été faites. Mais comment ces choses-là s'institutionnalisent et deviennent des catégories dures du système de santé? Et je pense que ça, c'est un défi. Vraiment une minute, parce qu'après, il faut qu'on passe à table. Ça va être froid sinon. Seulement que je voudrais savoir, parce que là, tu dis par exemple que l'évêque attendait les statistiques qui pouvaient venir d'ailleurs, d'autres personnes. Bon voilà, donc tu vas expliciter, mais moi je pense qu'il était dans une démarche d'essai clinique déjà. Parce que quand il donne les produits à des patients qui lui font un retour, il est dans une démarche d'essai clinique du moment où il sollicite les hôpitaux. Vous comprenez? Donc à partir de cet instant, moi je pense que déjà il est dans l'institutionnalisation même de sa pratique et donc de la validation de son médicament. Donc on devait avoir normalement des statistiques qui pourraient être exploitées en termes de communication. Voilà un peu ce que je veux dire. Le principal enjeu, c'est un enjeu politique. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques qui sont exploitées, mais c'est des statistiques qui sont produites dans l'hôpital, par son hôpital, c'est-à-dire l'hôpital Saint-Albert-le-Grand, où les gens venaient. Vous voyez? Donc ce sont des statistiques, comme on parle du principe de triangulation, qui ne doivent pas seulement venir de l'hôpital, mais qui doivent être aussi... voilà, c'est ça en fait. Bien. Ok, d'accord, on va continuer. Voilà, la réponse il pose la question par rapport aux essais cliniques, comment on fait. Tous les médicaments que nous avons mis au point, quand ça exigeait, on a fait les essais cliniques en collaboration avec les centres spécialisés, avec des médecins qui ont fait. Donc il faut arriver à montrer cette approche que je suis en train de dire. C'est une approche pas de contraposition, c'est une approche qui va tenir compte de la réalité aussi de la médecine traditionnelle, parce qu'il y a ce qu'on appelle d'abord en premier lieu l'évidence ethnomédicale. C'est-à-dire que les patients, il est venu, ce n'est pas le essai clinique classique, mais il est traité, il y a le résultat, il y a la preuve. La disparition des signes cliniques et puis les résultats biologiques.
quand on a fait le PALU, c'est ça. C'est d'abord, on a fait l'évidence ethnomédicale. Et avec les résultats de l'évidence ethnomédicale, avec les médecins, on a mis au point l'essai clinique comparatif avec les CTA. Donc, il faut l'adhésion des médecins. Il faut l'adhésion des médecins. Et ça, c'est l'autre élément que aussi nous devons regarder de près, que nous sommes pharmaciens, nous sommes biologistes, nous travaillons sur le produit, mais l'utilisation, c'est le médecin. Donc, il faut qu'on travaille pour avoir l'adhésion du médecin. Donc, nous, au niveau de notre centre, on a un service où il y a les médecins qui interviennent. Mais un travail que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est aussi les enquêtes auprès des patients, je vous ai dit. Donc, quand je mène les enquêtes auprès des patients, à la soutenance de thèse, dans le jury, il y a le professeur spécialiste de la discipline. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme réalité. Et au bout, j'ai dit, pourquoi ne pas mettre en place un système de suivi? Parce que pour moi, il faut qu'on arrive à documenter. Voilà, donc il faut qu'on arrive à documenter. Et puis l'autre élément que je voulais dire que serait intéressant dans ce processus que l'IRD veut commencer, qu'on aille à des actions également de renforcement des capacités. Par exemple, aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une méconnaissance de la question de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments à base de plantes. Donc, il va falloir faire un renforcement des capacités des autorités de régulation. Parce qu'il y a les catégories de médicaments. La première catégorie, c'est les tradipraticiens. La deuxième catégorie, tout ce qui est tisane n'a pas besoin d'essais cliniques.